Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis Élodie Champagnat, directrice marketing de Sénat et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en direct de notre studio. Alors, le thème du jour, ce sont les innovations dans l'assurance. Alors, c'est un vaste sujet et pourquoi on l'a choisi? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en matière d'innovation, on baignait beaucoup dans une masse de concepts, de mots-clés qui font un peu buzz et qui restent finalement assez vagues, assez difficiles à appréhender, alors qu'il y a des solutions qui sont réellement en train de transformer notre industrie. Donc, on a voulu décrypter ces concepts avec des experts. Alors, vous verrez, on a choisi 3 sujets. Le premier, c'est l'intelligence artificielle générative, une grande surprise, j'imagine, pour vous, mais voilà, bien appliquée, bien entendu, au courtage et à l'assurance. On a choisi aussi l'assurance paramétrique et puis les innovations qui sont vraiment centrées sur le produit et les services assurantiels. Et la mission, vous le savez pour ceux qui viennent à nos webinaires régulièrement, ça va être d'être très concret, de creuser le sujet, de bien comprendre les applications pour le courtage et l'assurance. Donc, notre échange aujourd'hui, vous allez voir, ça va se passer en 2 temps. D'abord, on va approfondir les notions, les innovations concrètes. On verra leur cas d'usage. Et puis, dans une deuxième partie, on verra très concrètement comment les déployer, par où commencer et comment vous pouvez déployer ça dans vos entreprises. Et pour traiter de ce sujet, comme d'habitude, on a fait appel à des experts en la matière, des experts qui travaillent déjà sur ces innovations et qui ont gentiment accepté de nous faire un retour d'expérience aujourd'hui. Alors, je vous les présente sans plus attendre. Tout d'abord, je vous présente Jonathan Dahan. Salut Jonathan. Alors toi, tu es un serial entrepreneur de l'assurance. Je te présente rapidement, tu as cofondé Universe en 2014. Pour l'audience, Universe, si vous ne connaissez pas, c'est un MGA dont l'objectif va être de rendre l'assurance plus simple, plus rapide, aussi bien pour des produits santé que sur de l'assurance de biens. Jonathan, tu as également fondé Aurasoft. Aurasoft, c'est un CRM dédié à l'industrie de l'assurance. Donc, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être parmi nous. Heureux d'être parmi vous. Merci. Deuxième intervenante, c'est Célia Meunier. Alors toi, Célia, tu es directrice marketing chez Dio CAC depuis le mois de mai. Et l'innovation, tu baignes dedans depuis des années, puisqu'auparavant, tu as été déjà directrice de l'offre et de l'innovation chez ECA Assurance. Tu as été aussi directrice innovation à la Massif pendant plus de 4 ans. Et ton expertise, tu la tiens aussi de ton expérience de 12 ans chez Hannover Re. Donc, c'est vraiment génial de t'avoir en matière d'innovation aujourd'hui. Merci Célia. Merci de l'invitation. Ensuite, on a Meryl Bermond. Toi, tu es business développeur manager France chez Descartes depuis plus de 4 ans. Et avant ça, tu as évolué côté assureur chez Chubb et aussi côté courtage chez Willis Towers Watson, où toi, tu as principalement travaillé sur des solutions de transfert alternatif de risque. Et donc, c'est dans ce cadre, et puis encore aujourd'hui chez Descartes, que tu as développé ta forte expertise en assurance paramétrique. Et c'est ce que tu viens de nous partager aujourd'hui. Je t'en remercie. Merci, Élodie. Et puis enfin, Guillaume Font, c'est notre CTO, le directeur technique de Sénat. Et toi, Guillaume, tu as rejoint l'aventure au tout début avec une grande ambition, celle de construire une plateforme pour les courtiers qui leur permette à la fois de créer leurs produits d'assurance sur mesure, de trouver des solutions de portage de risque et aussi la volonté de leur fournir toute la technologie pour distribuer
leurs produits, gérer les contrats et optimiser la performance et la rentabilité de leurs produits. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci Elodie. Alors, je voulais qu'on démarre en fait ce webinaire et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, petites informations logistiques pour l'audience. Vous avez vu donc le chat, on s'est tous salués dessus d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos interactions. Vous avez juste à côté de cet onglet un onglet questions. Donc c'est là où vous pouvez bien sûr les poser. On les prendra au fil de l'eau ou à la fin du webinaire selon le timing. Mais n'hésitez pas à interagir dans la plateforme. Et du coup, pour commencer, je voulais vous proposer une première interaction avec un petit sondage pour l'audience qui va s'afficher tout de suite sur votre écran. Et le premier sujet, vous l'avez vu dans les innovations, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on voulait savoir un petit peu quelles sont vos priorités d'investissement en 2025. Et on vous demande donc simplement si oui, vous prévoyez d'investir dans l'IA. Est-ce que c'est pour améliorer l'expérience client ou plutôt votre efficacité interne? Ou est-ce que non? Pour l'instant, c'est pas une priorité pour vous ou carrément ce n'est pas pertinent pour votre activité. Donc, je vous laisse le temps de répondre en ligne et puis on reviendra sur vos réponses un peu plus tard dans le webinaire. Et puis, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec l'IA. Un peu de contexte peut-être d'abord. Il y a un rapport officiel de McKinsey qu'on vous partagera à la fin du webinaire qui explique que l'IA dans le secteur de l'assurance pourrait générer plus de 1200 milliards de dollars dans le monde d'ici 2030. Donc, on le sait que l'opportunité est immense, mais quand on voit ces chiffres, ça nous conforte réellement. Et quand on s'attarde sur le courtage en assurance, on voit aussi des champs d'application très variés avec l'IA. On voit que l'IA peut aider à automatiser la gestion des documents, le traitement des réclamations, les analyses prédictives de risques, et aussi à améliorer l'expérience client avec de l'analyse comportementale, etc. Donc, on va essayer de creuser cette notion aujourd'hui pour voir concrètement comment ça peut s'appliquer à vos activités. Alors, Jonathan, j'aimerais qu'on commence avec toi parce que chez Universe, ça fait déjà longtemps que vous investissez dans l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous pourrez nous parler concrètement de comment vous appliquez l'IA à votre activité? Avant toute chose, merci, bonjour tout le monde. Merci Elodie pour cette super présentation. J'ai rougi et je suis content d'être là et de vous parler un petit peu de comment Universe a intégré l'intelligence artificielle. On a préparé un petit schéma, on le verra plus tard, mais déjà, en fait, nous avons la particularité de Universe, c'est que nous avons intégré nous avons créé un travail commun sur ce qu'on appelle du prompt et du pré-prompt sur de l'API de ChatGPT. Alors, sans rentrer trop dans la technicité, ça veut dire que nous avons modelé, un peu remodelé ChatGPT, OpenAI pour plusieurs postes. Le premier, c'est l'amélioration, bien sûr, des activités commerciales et de distribution. Je fais un petit rappel sur Universe. Universe, nous sommes un MGA. Moi, j'aime bien plutôt le terme MGB, Managing General Broker et non Agent. Nous aimons bien disruptiver notre métier. Nous sommes courtiers en France, en Belgique, sans réseau, distributeur direct. Nous sommes concepteurs de produits d'assurance, co-concepteurs de produits d'assurance et de technologie. Alors, pour nous, l'intelligence artificielle a été une réelle opportunité pour nous donner une valeur ajoutée, principalement dans les processus de distribution. Nous avons créé sur notre CRM directement un chat à l'attention des collaborateurs qui a été enrichi par nos polices d'assurance, qui a été enrichi par les publications de recommandations de l'ACPR, qui a été enrichi par le code de l'assurance, qui est capable de répondre en interne, en fonction du département, que ce soit de l'administration, de la distribution, de la comptabilité et bien sûr de la gestion aussi, sur des questions de la vie du contrat, sur des questions de garantie, sur des inclusions et des exclusions des polices d'assurance, chose qui nous a permis aujourd'hui déjà de raccourcir nettement les processus de formation,
ce qui a permis d'avoir à certains des collaborateurs, à beaucoup de collaborateurs, une sensation d'accompagnement et de réponse en fait à leurs questions. Alors le deuxième outil que nous avons, que cette API et ce prompt nous a permis de faire, c'est de l'API d'analyse de transcription et de fichiers audio. C'est une analyse avancée des transcriptions, alors pas transcription uniquement, mais c'est l'analyse des sentiments, l'extraction de mots-clés, l'anonymisation, excusez-moi, des données sensibles, faire des comptes rendus de conversation quand nous avons des échanges qui sont un petit peu longs et qu'on a besoin d'aller un petit peu rapidement, faire du contrôle qualité de distribution, encore une fois selon les recommandations de notre réglementation. Et le point suivant, bien sûr, est très important, c'est l'amélioration du qualité de service. C'est l'analyse du comportement des clients sur nos outils de suivi, de tickets, de demandes. Nous l'avons intégré, que ce soit sur nos standards téléphoniques, nous l'avons intégré sur de l'analyse de transcription sur les échanges que nous avons avec des adhérents. Correction orthographique, bien sûr, ça c'est un grand classique de l'OpenAI. Nous avons présenté un petit projet à l'ACPR il y a quelques mois dans le cadre d'un suivi du traitement des réclamations. On a présenté comment le prompt aujourd'hui se comporte dans le suivi des réclamations et on a eu un super feedback de leur part. Voilà. Excellent, merci beaucoup Jonathan. J'ai peut-être une dernière question qui pourrait intéresser l'audience, c'est sur le suivi des risques. Est-ce que vous avez testé d'appliquer l'IA à ce suivi-là ? Alors, comme on le sait, c'est que l'IA et principalement ChatGPT, OpenAI plutôt, sont très forts dans l'analyse de grandes quantités de data, ce qu'on appelle la big data. Donc, au départ, on a lancé en fait OpenAI dans une réflexion d'optimisation de la sinistralité. Et donc, on a créé en fait un outil d'analyse de sinistralité qui est une gestion proactive des risques afin d'avoir une meilleure compréhension des tendances. Nous avons créé un prompt avec près de 120, 130 facteurs différents d'analyse de fraude potentielle. Par exemple, sinistralité en simultané dans des zones différentes ou de la consommation abusive ou récurrente sur certains postes. En parallèle, bien sûr, mis à part l'analyse de sinistralité, la personnalisation des offres d'assurance. OpenAI nous a permis d'ajouter un facteur dans le devoir de conseil de prédiction de contentement en fonction du produit. Car Univer distribue aujourd'hui a créé plusieurs produits. Et donc, l'outil peut permettre d'identifier des audiences qui risquent d'être plus contents, plus satisfaits d'un produit que d'un autre. Entendu. Merci. On a vraiment déjà plein d'exemples d'applications. Merci pour ça. Et il y a un sujet que tu as évoqué sur la sinistralité. Et Guillaume, je voulais te demander ton avis. Quand on parle à nos courtiers sur l'analyse de la sinistralité, on entend souvent qu'on ressent un manque de transparence entre l'assureur et le courtier sur les données qui sont partagées, la manière de calculer les indicateurs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça et peut-être qu'on comprenne comment l'IA peut aider là-dessus ? Yes, donc c'est un sujet qui va au-delà de la sinistralité, qui va aussi sur la comptabilisation des primes, sur l'acquisition des primes, qui sont des sujets récurrents. Ça, c'est que les courtiers reçoivent assez peu d'analyse de données de leurs assureurs. Ils reçoivent des résultats, mais assez peu de granularité sur l'analyse, ce qui fait que les courtiers ont tendance à recalculer pas mal d'indicateurs de leur côté, avec des conventions différentes, avec une vision différente. Ensuite, les courtiers passent pas mal de temps à essayer de convaincre leur assureur, leur porteur de risque, de la véracité de leur vision. Donc on a vu beaucoup d'inefficacité dans cette façon de procéder. Nous, la manière dont on approche ce sujet-là, c'est qu'on essaie d'apporter beaucoup de transparence aux différents interlocuteurs en partageant l'analyse à la fois avec le courtier et avec le porteur de risque, aujourd'hui en utilisant notre technologie interne.
pour la prochaine étape de cette démarche. Donc, on a prévu de mettre les analyses directement dans les mains du courtier en temps réel dans un produit qu'on appelle Sena Analytics. Donc, l'idée de Sena Analytics, c'est d'aller plus loin dans cette démarche, de garder la transparence qui caractérise notre démarche, mais de donner toute la granularité en temps réel sur les données, sur la vision entre le courtier et le porteur de risque. Et cette vision s'applique à la fois sur les indicateurs traditionnels de suivi de sinistralité, de comptabilisation de primes, et sur les indicateurs plus commerciaux de chiffre d'affaires, ce qui permet du coup au courtier non seulement de ne pas être en réaction après les analyses de son porteur de risque, ce qui est le statu quo traditionnel, mais d'être proactif en fonction des analyses qu'il reçoit et de pouvoir corriger les dérives à temps ou de pouvoir capter des opportunités commerciales à temps. Ok, et du coup sur cette analyse mise dans les mains du courtier, est-ce que l'IA rentre en jeu? Oui, tout à fait. Il y a deux façons dont l'IA entrera en jeu dans Sena Analytics. La première façon est assez opérationnelle. Donc la manière opérationnelle dont l'IA va entrer en jeu, c'est à la fois le travail de la qualité de la donnée. Nous, on travaille directement sur la donnée de nos courtiers. Donc, il y a un travail qui sera enable par l'IA pour améliorer cette qualité de données opérationnellement. Et plutôt en output sur la production des reportings. Donc, une donnée brute, aussi granulaire soit-elle, n'est pas toujours très digeste. Donc, il y a une manière aussi de fabriquer des reportings où l'IA sera très utile. Ok. Autre volet, au-delà de l'opérationnel, est vraiment l'intelligence. Donc l'intelligence a un besoin pour pouvoir apporter à tous les courtiers avec la bonne granularité de passer à l'échelle. Et un des leviers qu'on anticipe pour pouvoir que nos analyses passent à l'échelle, justement, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ok, très clair. Merci. Merci Guillaume et Jonathan aussi. Je pense que là, avec vos interventions, on comprend bien en quoi l'IA, c'est une réalité concrète aujourd'hui pour notre industrie et pas juste un buzzword justement ou un simple concept marketing. Petit retour sur le sondage qu'on a posé tout à l'heure. Alors, je pense que voilà, les interventions vont éclairer tout le monde parce qu'en fait, la grande majorité de l'audience prévoit en effet d'investir dans l'IA en 2025. Et le sujet le plus important, en tout cas le plus regardé, c'est celui pour améliorer l'expérience client. Donc plutôt voilà, l'IA au service de l'expérience client. Donc on voit que tout le monde se met au goût du jour en IA, ça fait plaisir à voir. Merci pour vos réponses en tout cas. Alors, on a parlé IA, il y a un autre concept qui fait beaucoup parler de lui, et bien sûr, on parle de l'assurance paramétrique. Alors, l'assurance paramétrique, c'est pas un concept nouveau, il existe depuis longtemps déjà. On a vu des applications déjà nombreuses dans l'assurance voyage, par exemple, dans les événements climatiques. Et Meryl, toi, c'est ton expertise. Donc, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail, en quelques mots, l'assurance paramétrique. Je te laisse la parole. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc en effet, comme tu le mentionnais, Elodie, c'est pas vraiment une solution qui est nouvelle. L'assurance paramétrique, ça existe déjà depuis quelques années. Ça a commencé dans les années 80-90. Ça s'est développé initialement beaucoup dans les pays anglo-saxons, donc États-Unis, Angleterre. Et c'était également souvent pour des programmes étatiques, donc des gros programmes d'assurance paramétrique, c'était ça l'origine. Petit à petit, ça s'est adapté et c'est devenu de plus en plus appliqué à des corporates. Aujourd'hui, la croissance de l'assurance paramétrique en France, elle est forte, mais comme on partait de chiffres qui étaient quasiment nuls, on reste encore un petit peu en retrait par rapport aux États-Unis ou à l'Angleterre. Mais bon, voilà, on est en constante progression. Il y a un point important aussi qu'on peut mentionner quand on parle d'assurance paramétrique en France, c'est la spécificité française du pool CatNat, c'est la garantie CatNat qui est une garantie obligatoire et qui du coup couvre déjà tout ce qui est risque catastrophique sur le territoire français. Donc c'est vrai que pour ces risques-là, la garantie CatNat, elle prend un petit peu la place de l'assurance paramétrique. Okay. Peut-être pour être un peu plus concrète sur des exemples précis d'assurance paramétrique et de produits paramétriques que moi je vois pour des clients français. Donc, ça va être des clients français, mais avec des expositions à l'international. Donc, souvent, ce qu'on va assurer, ça va être, par exemple, des clients qui ont des sites aux Caraïbes et qui sont Caraïbes ou Floride et qui sont à risque pour les ouragans
ça va être du tremblement de terre au Japon ou en Californie ou en Turquie. Ça va être des typhons en Asie. Donc voilà, c'est vraiment des risques catastrophiques comme ceux que j'ai mentionnés. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif de l'assurance paramétrique, c'est de proposer une solution qui est additionnelle à l'assurance traditionnelle que tout le monde connaît. Pour couvrir, le but, c'est de couvrir des risques qui aujourd'hui ne sont pas couverts. Et la proportion des risques non couverts suite à des catastrophes naturelles, elle est énorme. Et donc, le but de l'assurance paramétrique, c'est de venir réduire un petit peu cette part des risques non couverts. Un point important de l'assurance paramétrique, c'est que c'est une souscription très mathématique. Nous, on est axé sur des modèles mathématiques, sur des probabilités. Ce qu'on va définir, c'est la probabilité de survenance d'un événement. Et l'événement, ça va être l'événement catastrophique. Par exemple, l'ouragan à tel endroit, sur tel site en Floride. Donc, comment on va définir cette probabilité mathématique? En fait, on va regarder les données existantes, on va les analyser, on va les modéliser et on va faire des modèles de prédiction pour le futur grâce à ces données existantes. Un point qui est clé dans l'assurance paramétrique, c'est que c'est vraiment une assurance où on regarde le risque péril par péril. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle pour le cyclone, un modèle pour la grêle, un modèle pour l'inondation, un modèle pour le tremblement de terre. Chaque souscription est indépendante l'une de l'autre. Et l'objectif final de la solution paramétrique, ça va être de couvrir toutes les pertes financières qui existent. Donc, le contrat est un peu différent du contrat traditionnel. On n'est pas dans un contrat qui définit les types de pertes à couvrir. L'assurance paramétrique, elle donne une capacité en cas d'événement. Et cette capacité, elle peut être utilisée par le client pour couvrir toutes les pertes financières. Elles ne sont pas listées, elles ne sont pas catégorisées, il n'y a pas de sous-limite, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas d'exclusion. Voilà, c'est mise en place d'une solution qui donne une capacité que le client peut utiliser pour couvrir l'intégralité de ses pertes financières. Merci beaucoup, c'est hyper clair. Merci pour ce décryptage. Et donc très concrètement, l'assurance paramétrique, c'est le métier de Descartes, c'est ce qui fait sa réussite. Pour rappel, pour l'audience, aujourd'hui, Descartes, c'est 200 collaborateurs, c'est 150 millions de dollars de primes acquises et dans 60 pays. Alors, vous avez une expérience quand même vraiment large et riche. Est-ce que tu pourrais, Meryl, nous parler un peu de tes clients et concrètement ce que vous avez mis en place pour eux, sans rentrer dans des choses trop confidentielles, bien sûr? Ouais, avec plaisir. Un des clients pour lequel je peux mentionner le nom, donc c'est toujours intéressant et je le donne très souvent en exemple, c'est l'entreprise Club Med, donc l'entreprise touristique française très connue qui a des villages de vacances dans le monde entier et très souvent dans des zones touristiques, donc exposées aux événements naturels. Pour ce client-là, ce qu'on a mis en place chez Descartes, c'est une couverture cyclone Caraïbes, donc c'est-à-dire que tous ces villages situés dans les Caraïbes sont couverts en paramétrique via une solution de Descartes. Et c'est un client qui a eu un sinistre qui a été assez médiatisé. Donc c'est en 2020, le Club Med a subi un sinistre sur un de ses villages, de mémoire c'était Cancun. Donc un ouragan est passé, c'est l'ouragan Delta, et la police paramétrique en place a payé le Club Med, nous avons payé le Club Med en 2 semaines. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le paramétrique est tout à fait classique et il n'y a pas du tout c'est pas hors norme, c'est quelque chose qu'on voit très souvent en 2 semaines. Pour la cliente qui était plus habituée à de l'assurance traditionnelle, avoir reçu son indemnisation d'assurance en 2 semaines, c'était assez exceptionnel. Donc c'est vrai que ça a fait une pub assez importante pour nous d'avoir cet exemple concret. Donc celui-ci, j'aime bien le mentionner. Le deuxième exemple que je peux mentionner cette fois sans donner de nom, c'est pour un grand retailer français qui a des magasins assez importants à Paris. Et donc, lui, sa problématique, c'est que en cas d'inondation, de crue de la Seine, ces magasins vont pas être, il va pas avoir de dommages sur ces magasins. Ils vont pas être inondés, les magasins. En revanche, à partir du moment où la RATP va décider de stopper des lignes de métro, lui, il va voir la fréquentation de ses magasins baisser drastiquement. Et du coup, il va avoir une perte de chiffre d'affaires qui est due au niveau d'eau de la Seine. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on peut couvrir en paramétrique. Donc nous, on a mis en place une solution qui, en fonction du niveau d'eau de la Seine, déclenche des paiements. Et ces paiements vont servir à couvrir la perte de chiffre d'affaires pour ce client. Et un petit aparté, ce client, il était intéressé par cette solution et par la structuration de cette solution, et ensuite il a souhaité prendre une partie de ce risque dans sa captive.
Ok. Merci beaucoup pour partager ces exemples très concrets, Meryl. Merci. En matière de technologie, on a parlé d'IA, donc du coup d'assurance paramétrique. Guillaume, avant qu'on passe sur les produits et les services assurantiels, est-ce qu'il y a d'autres innovations technologiques sur lesquelles Sénat planche en ce moment? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, mais je vais vous parler d'un cas en particulier. Comme Meryl, je vais parler de remboursement de sinistres, mais plus sur la partie opérationnelle du courtier. Donc, on a constaté que c'était un pain récurrent pour nos courtiers de payer les sinistres. La solution du fonds de roulement est en général la solution la plus acceptée par le marché, mais c'est une solution qui demande beaucoup de suivi de la part du courtier. Et c'est une solution qui peut aussi, auprès du porteur, être un peu anxiogène. Donc, on a trouvé une solution de notre côté sur la plateforme Sénat. Donc, on a trouvé une solution technologique pour permettre aux courtiers de payer directement les sinistres à partir du compte en banque du porteur de risque. Donc, ça allège la partie opérationnelle de suivi du courtier. On a eu des très très bons retours de la part des courtiers chez qui on a mis ça en place. Et bien sûr, la technologie permet de mettre les règles nécessaires pour que le remboursement de ces sinistres se fasse tout en rassurant le porteur de risque sur l'utilisation de son argent. Donc, comme je disais, on a déjà testé une sorte de bêta-test cette solution auprès de quelques courtiers, mais on pense à étendre l'utilisation de cet outil, de ce paiement des sinistres, à l'ensemble des clients de la plateforme. Ok. Merci pour ces éclairages, Guillaume. Alors, on va passer, comme je le disais, aux innovations produits, services. Avant ça, peut-être on peut faire un deuxième sondage pour interagir avec notre audience. Et donc là, on va parler des innovations, du coup, en dehors de l'intelligence artificielle. Et on va vous demander, là, le sondage s'affiche sur votre écran, sur quelles innovations vous prévoyez d'investir dans les 12 prochains mois. Est-ce que c'est des investissements dans une verticale émergente ? Je pense au cyber, au climat, à l'affinitaire. Est-ce que c'est des investissements en analytics ou en BI pour augmenter la marge de vos produits? Est-ce que c'est des innovations pour digitaliser des processus papier ou encore des investissements pour développer des API qui vous permettraient de mieux collaborer avec votre écosystème, assureur, gestionnaire, distributeur, etc. Donc, je vous laisse répondre comme tout à l'heure, on reviendra à vos réponses avant la fin du webinaire. Donc, sur la partie innovation assurance, on a très envie, je pense, de parler des innovations pour les assurés. Et dans ce domaine, Célia, tu as pas mal de choses à nous partager. Donc, la première question, on en a parlé ensemble quand on a préparé cet événement, c'est que quand on est sur un marché où le volume est important, mais le montant de la prime est faible, il va falloir vraiment innover pour réduire les coûts de gestion. Donc, Célia, comment on peut faire ça ? Alors moi, j'ai eu la chance de faire de la micro-assurance monde entier. Et qui dit micro-assurance dit toute petite prime et donc très peu d'argent à mettre en face des frais de gestion et notamment sur les sinistres pour les valider. Il y a une petite vingtaine d'années maintenant, on a eu la chance d'avoir des gros programmes d'État en Inde qui consistaient à mettre en place une sécurité sociale pour les gens en dessous du seuil de la pauvreté. Ces programmes étaient étatiques, donc c'était les États qui payaient les cotisations, elles étaient faibles. Néanmoins, il fallait quand même couvrir ces personnes en situation difficile. Et nous, ce qu'on a fait là-bas, c'est que on a mis en place un système de reconnaissance des individus parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils savent pas forcément quand ils sont nés. Ça paraît un peu étrange, mais c'est bien le cas, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, on a utilisé l'empreinte digitale. Je vous parle de ça, c'est il y a quasi 20 ans quand même. Et donc, on allait dans les villages et on souscrivait les polices par empreinte digitale. Et quand la personne avait un problème de santé et devait être hospitalisée, on le reconnaissait avec son empreinte digitale quand il rentrait à l'hôpital. Donc, c'était un système, encore une fois, il y a longtemps, mais aux dernières nouvelles, il est toujours utilisé aujourd'hui et fonctionne très, très bien. Ok, c'est un bel exemple de pérennité de l'innovation et aussi de l'impact de l'assurance sur des sujets comme ça. Je sais aussi, Célia, que il y a des enjeux d'inclusion
C'est-à-dire quand on veut assurer le plus grand nombre, ça veut dire aussi assurer des personnes, tu as parlé de difficultés déjà, mais des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans les démarches de déclaration de sinistre par exemple, ou des difficultés pour contacter l'assistance en cas d'accident. Alors, est-ce que tu as déjà vu ou mis en place toi-même des innovations pour ça? Oui, tout à fait. Quand j'étais à la Massif, on s'est rendu compte que les personnes malentendantes, en fait, avaient également des problèmes de lecture. On ne sait pas forcément, mais c'est le cas. Et donc, quand elles avaient un accident de voiture, ces personnes malentendantes n'arrivaient pas à compléter le constat. C'était très compliqué pour elles. Et sinon, au quotidien, on fait appel à des sociétés différentes pour traduire en langage des signes. Mais quand on a un accident, on ne peut pas appeler ces sociétés. Et nous, on a mis en place, la Massif a mis en place un avatar qu'on pouvait activer via un QR code sur les constats et qui permettait de traduire en langage des signes chaque cellule du constat pour expliquer à la personne malentendante en langage des signes quoi compléter et ce à quoi il fallait également qu'elle fasse attention pour ne pas prendre de risques là où il n'y en avait pas. Ce constat a très très bien fonctionné, il a été industrialisé et après a été développé au sein de la Massif sur d'autres situations. Ok. Tu m'avais parlé aussi d'une innovation, je crois que ça s'appelait Liberty Rider, qui aidait à localiser un assuré en cas d'accident. Ah, ça c'est pour les motards, effectivement, Liberty Rider, qui permet avec le GPS, quand on détecte la chute via le téléphone, la solution appelle d'abord l'assuré et si l'assuré ne répond pas, appelle les secours et comme il l'a géolocalisé, y compris par satellite dans les zones blanches, ça permet d'envoyer les secours tout de suite et de sauver pas mal de vies. Excellent. Encore une fois, un gros impact de ces innovations pour nous les assurés. Il y a un dernier volet, Célia, qu'on peut peut-être aborder, c'est celui de la santé. Parce que on sait que l'avance des frais de santé, ça peut poser un problème à certains nombres de Français, surtout en ce moment. Est-ce que là-dessus, tu as aussi trouvé des moyens de les aider? Alors là, c'est beaucoup plus récent, effectivement, chez Diociassi. On est vraiment engagé pour la santé de nos assurés. Il faut savoir qu'il y a quand même un tiers de la population française aujourd'hui qui a renoncé à des soins parce qu'ils devaient les avancer. C'est quand même énorme. C'est l'IFOP qui a fait cette enquête. Et nous, on a décidé avec la start-up Rosalie de proposer une carte d'avance de frais de santé qui permet aux salariés d'aller se faire soigner et de ne pas avancer les frais. Donc, ils payent avec une carte bancaire classique, mais n'est pas débité sur son compte. Et une fois qu'il est remboursé par la sécurité sociale et sa complémentaire santé, alors il sera débité de la somme qui a été avancée sur son salaire. Ok. Hyper clair. Et là, encore une fois, c'est vraiment très concret pour nous. Merci beaucoup pour cette intervention, Célia. Et avant qu'on parle un petit peu de très concrètement par où on peut commencer pour mettre en place toutes ces innovations, on peut revenir sur le sondage rapidement. Et donc, pour vous tenir au courant des votes des auditeurs, là où les investissements les plus importants sont prévus en 2025, c'est sur le développement des API, donc pour connecter l'écosystème complet, courtier, assureur, gestionnaire, etc. Merci beaucoup pour vos réponses à tous. Alors, du coup, on commence notre deuxième partie, qui est un petit peu plus courte, celle-ci, mais qui a le mérite d'être encore une fois très concrète. On a parlé de l'IA avec toi, Jonathan, tout à l'heure. On sait que donc l'IA transforme nos métiers, nos opérations, mais on l'a vu, les applications sont super vastes. Donc, si tu pouvais nous expliquer par où commencer, je pense que ça pourrait inspirer quelques personnes présentes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai vu une question dans le chat de Jérôme Salicetti, et c'est vrai qu'on a tendance, surtout quand on est quand on utilise cette technologie depuis un certain moment, d'utiliser des termes techniques. Je vais essayer de faire les choses un petit peu plus simplement, dans le sens où aujourd'hui, cette technologie permet des réflexions que l'humain a des difficultés. On a pris l'exemple de chez nous, on en a parlé, Elodie, la création de ce qu'on appelle un data lake. Alors imaginez ça en traduction, c'est un lac de données
qui nous permettent en fait d'y ajouter beaucoup d'informations. Je vais partager un écran que Jonathan m'a envoyé avant la présentation, comme ça vous pourrez peut-être visualiser plus simplement justement comment c'est mis en œuvre. Voilà, vous voyez à l'écran, et le Data Lake, donc le lac de données, est là. Donc on a l'API de OpenAI qui nous permet de faire des questions et des réponses qui nous permettent de faire une utilisation. Donc le prompt, ce que Jérôme nous a posé comme question, ça va être en fait un modeling, un formatage d'une façon où on veut que OpenAI réfléchisse, ou une tendance qu'on veut qu'ils prennent. Et issu de cette base-là, d'une formation qu'on a fait sur OpenAI, eh ben, nous allons en extraire des cas d'usage. Dans ce cas-là, merci Émilie d'avoir partagé ce document. Nous avons la transcription, c'est un exemple, l'utilisation dans des outils métiers journaliers tels que Zendesk, tels que Cloud, tels que WhatsApp, tels que le chatbot que beaucoup de compagnies aujourd'hui mettent de plus en plus en place. Et le Data Lake, qui est à mes yeux un des points les plus importants, spécialement dans notre métier, dans notre domaine, c'est de la prise de décision sur la base de données, de data de données qui a été consolidée de plusieurs différentes sources. C'est ce qu'on appelle en fait le lac de données. L'OpenAI et ChatGPT nous permet d'avoir des échanges dans un langage naturel sur tous ces postes. On a parlé tout à l'heure aussi de fraude, on a parlé de sinistralité, mais on peut parler aussi de LCBFT et ainsi de suite. Voilà. Ok, merci Jonathan. Donc c'est hyper clair avec ce schéma. On voit bien comment en se connectant à l'API d'OpenAI, tu peux après développer tes cas d'usage, et c'est donc probablement par cette API qu'il faut démarrer. Merci beaucoup. Sur la suite, Meryl, donc pour le paramétrique, toi tu dirais quels sont les facteurs clés de succès pour se lancer puis pour réussir avec le paramétrique? Alors, je pense que, déjà, le premier facteur, il faut que le client ait une problématique sur un risque qui est soit climatique, soit catastrophique. Donc, en théorie, le paramétrique pourrait s'appliquer à tous les types de risques. Après, ce qu'on voit, c'est que dans la pratique, c'est souvent du CAT ou du climat. Donc ça, c'est vraiment le premier prérequis pour moi. Le deuxième, ça va être un client qui cherche à couvrir des pertes qui sont aujourd'hui non couvertes. Donc, dans le sens où il ne cherche pas à remplacer l'assurance traditionnelle et il ne cherche pas une alternative moins chère à ce qu'il a aujourd'hui en assurance traditionnelle. Il cherche vraiment une solution complémentaire. Et le troisième élément qui est assez clé pour moi, c'est qu'il faut que cette solution, elle concerne des sites stratégiques. On ne peut pas déployer une solution paramétrique pour l'ensemble d'un portefeuille de 3000 sites dans le monde. Ce ne serait pas pertinent. On regarde en général les 10, 15, 20 gros sites stratégiques pour le client. Voilà, c'est vraiment les trois éléments qui sont clés pour que ça fonctionne. Ok, très clair. Et si tu avais une recommandation à donner aux courtiers qui nous écoutent, quand est-ce qu'il est le plus pertinent de faire du paramétrique et du coup de te contacter éventuellement? Ouais. Alors, ça va être pour les couverture assez classique, donc celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, ça va être de l'ouragan. Donc ouragan, cyclone, typhon, tout ça c'est le même événement. C'est un événement vent, ça dépend juste de quel endroit du monde il se situe. Donc pour tous les événements de type vent, donc type cyclonique, ça fonctionne très bien. Tous les événements de tremblement de terre, ça fonctionne très bien. La grêle, ça peut fonctionner dans certains territoires, et l'inondation également. Voilà, ça va être vraiment les périls pour lesquels le paramétrique peut être très pertinent. Ok. Merci beaucoup. Si on revient un petit peu sur les sujets d'innovation produits et services que Célia, tu mentionnais, toi, tu as dirigé des départements innovation dans plusieurs entreprises. Donc, peut-être c'est intéressant pour l'audience de comprendre comment tu as organisé ça. Peut-être quelle équipe tu as construit. Est-ce qu'ils font un gros budget? Parce que ici, dans l'audience, on n'a pas que des grands courtiers ou des grands assureurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les facteurs clés de succès? Je dirais qu'il n'y a pas de recette unique. Là, il faut s'adapter vraiment à l'entreprise et puis également à la stratégie de l'entreprise. Moi, j'ai plusieurs convictions et c'est toujours ça qui m'a animée quand j'ai fait de l'innovation ou quand j'ai créé des directions innovation. C'est de dire que pour moi, ce sont ceux qui savent déjà. Donc, c'est à eux d'innover et finalement, c'est à eux d'acquérir cet état d'esprit d'innovation. Et quand on monte des directions innovation,
d'abord, elle n'est pas forcément utile dans toutes les entreprises, cette direction innovation. Ça dépend vraiment de l'entreprise. Je pense qu'elle ne doit pas être à côté et faire à côté, mais bien plutôt essayer de diffuser et puis de faciliter l'innovation au quotidien pour les collaborateurs. Je pense que c'est ça la clé de la réussite de l'innovation dans une entreprise. Ouais, et puis tu m'avais dit quand on a préparé que t'as jamais forcément des grands budgets pour innover. C'est plutôt. Alors moi, effectivement, j'ai été directrice innovation dans une très grosse structure et dans une un peu plus petite. Je n'ai jamais eu de gros budget innovation pour innover. Au contraire, ils avaient l'impression de me challenger en disant moins t'as de moyens et plus tu vas innover. C'est l'extrême, mais c'est un peu ça quand même. On n'a pas forcément besoin d'avoir de très gros moyens pour innover. Je pense qu'avant tout, il faut d'abord penser innovation. On a un problème, on pense innovation parce qu'avec l'innovation, on peut faire un grand pas là où peut-être on n'en ferait qu'un peu plus petit. Merci pour ça. Dernière question pour toi, Guillaume. Peut-être justement éclairer l'audience sur avant de valider un développement, parce que tu vois, comme dit Célia, il faut avoir un esprit innovation, il faut penser l'innovation d'abord pour résoudre un problème. Et avant de valider, de développer cette innovation, quelles questions il faut se poser? Ouais, c'est une bonne question. Ce que j'ai envie de passer comme message sur ce sujet-là, c'est que l'innovation, en fait, c'est pas vraiment un projet à part. L'innovation, c'est un projet comme les autres. C'est parfois difficile, mais je recommande vraiment qu'une innovation, on essaye de lui donner un budget, des objectifs clairs, des clés de succès, pour éviter l'innovation qui dérape en se disant qu'on va utiliser une techno et comme on entend beaucoup, par exemple faire de l'IA pour de l'IA. Il y a un risque de se jeter sur la nouvelle techno et de tenter des choses sans avoir une démarche produit, régler des problèmes clients. Voilà, donc ça c'est déjà un premier conseil. Deuxième conseil, c'est plus on essaye d'innover, plus il faut essayer d'appliquer les méthodes produites agiles d'itération petite. En fait, le principe de l'innovation, c'est qu'on n'est pas sûr de l'outcome. Donc il faut itérer petit, très vite, mettre dans les mains des clients, même si c'est des clients internes, mettre dans les mains des utilisateurs pour être sûr de pouvoir avoir des proof points rapides, pouvoir ajuster le tir. C'est crucial dans des cycles d'innovation. Le dernier point que j'aimerais soulever est un peu plus spécifique à la GenAI, dont on entend beaucoup parler en ce moment. La GenAI est presque la pire de toutes les innovations du moment dans ce critère de on ne sait pas exactement ce qu'on va pouvoir mettre entre les mains des clients, des utilisateurs, parce qu'on a aussi une incertitude sur la technologie. Sur une innovation qui est backée par une technologie traditionnelle, je pense que les méthodes maintenant sont acquises sur les estimations, le pricing. On a toujours une incertitude sur l'effet. Bien sûr, c'est le principe de l'innovation. Dans le monde de la GenAI, on a aussi des incertitudes sur la technologie parce que le bot fait un peu ce qu'il veut et il faut passer pas mal de temps à lui expliquer pour qu'il fasse exactement ce qu'on veut parce que les technologies évoluent beaucoup. Donc, tout à l'heure, Jonathan, tu parlais de prompt. On a beaucoup entendu parler de prompt engineering comme les postes à recruter pour faire de l'innovation dans la GenAI. J'ai tendance à préférer maintenant des aficionados, c'est-à-dire que des personnes dans la team qui auront bien sûr envie de travailler leur prompt, mais qui connaissent l'écosystème, qui n'auront pas peur d'utiliser des services qui se lancent. Et pour reboucler, Célia, sur ce que tu disais, sur mettre l'innovation dans les mains de ceux qui savent, de ceux qui font. Par exemple, chez Sénat, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Dust, qui est extrêmement appropriée, qui permet à tout un chacun de créer ses propres assistants, d'aller piocher dans la data de la boîte et de mettre non seulement les assistants dans les mains des opérationnels, des gens du métier, mais aussi de mettre la création des assistants dans les mains du métier. C'est une démarche que je recommande d'autant plus dans le cadre de la GenAI. Ok, merci beaucoup Guillaume. Alors notre événement arrive à sa fin. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Pour nos auditeurs, donc dans une optique de vous apporter de la valeur concrète, on va partager dans le chat les ressources qu'on avait trouvées pour préparer cet événement. Comme ça, vous pourrez en profiter. On a pris une des questions, mais on peut peut-être prendre 2 minutes pour répondre aux autres s'il y en a.
Donc, Jérôme, je pense qu'on vous a répondu sur le prompt et le pré-prompt. Et puis, il n'y a pas d'autres questions en ligne. Donc, c'est probablement que le propos a été parfaitement clair. Ah si, peut-être. Guillaume, peut-être tu peux prendre celle-ci. C'est une question qui concerne la data. On a parlé du data lake avec Jonathan. Tu as aussi parlé de la data et c'est quelqu'un qui demande, nous avons mis en place Power BI, mais nous passons énormément de temps à nous mettre d'accord avec l'assureur pour savoir quelles sont les bonnes données. Avez-vous des suggestions? Oui, je vais essayer d'éviter la suggestion évidente qui est pour ça, c'est notre métier. Mais finalement, j'ai pas vraiment d'autres réponses. Pourquoi? Donc là, on parle de Power BI, de Data Lake, etc. Le fait de comprendre les chiffres entre les différents interlocuteurs de l'assurance, courtier, porteur de risque. Il y a bien sûr une réponse qui est opérationnelle, qui est data, qui est technique. Il faut qu'on se mette d'accord sur quelle data de base on utilise. Mais il y a aussi et surtout une différence de vision, d'appréciation. Les enjeux des différents acteurs de l'assurance sont différents, c'est normal. Les enjeux financiers sont différents. Et donc, la vue des data est différente. Donc, nous, on a beaucoup investi dans notre technologie et on s'est beaucoup reposé aussi sur les savoirs des people chez Sénat, des sénateurs, pour justement combler le gap entre la vision courtier, qui a sa version, son business, et la vision du porteur, qui a aussi une vision différente. Donc voilà, la technique ne fera pas tout dans ce cadre-là. Bien sûr, mais ça aidera. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup tous les quatre de vos interventions. Merci aussi à tous les participants. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, Ciao, au revoir. bye, merci à tout le monde. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, bonne journée.